Bonsoir à tous. Le musée Barbier-Muller développe depuis quelques années des collaborations avec des artistes et propose des dialogues inédits entre différentes formes d'art. Ainsi, une carte blanche a été confiée successivement à Sylvia Beschly, artiste suisse contemporaine, à Steve McCurry, célèbre photographe américain, et à Jacques Kaufmann, artiste céramiste franco-suisse. Ils ont pu choisir librement les œuvres qui leur parlaient dans les réserves du musée. Il y a environ 3 ans, j'ai eu le plaisir de rencontrer Harry Clévy dans mon bureau et il m'a fait part de son souhait, lui aussi, de participer à cette aventure. Mais les expositions se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous vous proposons une interprétation alternative et la rencontre détonnante et singulière, non pas avec un seul artiste, mais 2 artistes. Ils se sont nourris du contact avec les pièces du musée pour leur propre création. Ainsi, 80% de leurs œuvres ont été réalisées spécialement pour cette manifestation. Ils nous offrent 2 manières de capter le monde, 2 manières d'inviter le spectateur à regarder par-delà le réel. Tous 2 mettent au cœur de leur création la sensibilité, la spiritualité, le mystère, la poésie, et surtout, ils prennent du plaisir et nous donnent du plaisir. C'est la toute première fois qu'ils associent leurs œuvres dans une même exposition. C'est aussi la première fois qu'un artiste réinterprète des œuvres appartenant au musée. Vous découvrirez ces sculptures revisitées par Harry Clévy dans les vitrines de la mezzanine. Je vais dire 2 mots sur nos artistes, bien qu'ils soient déjà très connus. Zoé Ouvrier est diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Elle dessine, peint et sculpte le bois. Harry Clévy, quant à lui, est artiste, technicien, photographe, designer, vidéaste. Ses compétences sont pluridisciplinaires et ses œuvres sont visibles dans le monde entier. Un livre accompagnera cette exposition et sera publié en jambon. Nous organiserons un événement à cette occasion et j'espère que vous nous ferez le plaisir d'être de nouveau parmi nous à cette occasion. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Grandjean, journaliste culturel et responsable des publications de l'ASPG. Il nous fait la gentillesse d'animer cette soirée. Mais avant de vous quitter, je fais le vœu que cette exposition et les odeurs dégagées par les bougies imaginées par nos artistes susciteront chez chacun d'entre vous des émotions agréables et bien sûr des pensées invisibles. Bonne soirée. Merci Laurence. Alors une transition parfaite. C'est vrai que peut-être avant qu'on parle de la genèse de cette exposition, de comment vous l'avez pensée, comment vous y avez travaillé, vous l'avez intitulé Pensée invisible au pluriel. Lequel de vous 2 a eu l'idée du titre ? Donc je disais qu'on a été face à plusieurs titres qu'on voulait choisir tous les 2 et celui-ci s'adaptait le plus possible à nos idées, à nos pensées qui sont effectivement invisibles, parce qu'on travaille à côté dans des mondes totalement différents et tout en étant quand même très très proches. Et ça a aussi un lien avec la collection qui n'est pas faite pour nous et qui a été faite dans des moments particuliers. Et c'est ces énergies-là qui sont intéressantes. De ma part, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est un instant statique de moment. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce que ça nous fait penser, ce que vous allez porter avec vous. Peut-être va se ressusciter dans quelques mois, dans quelques années ou dans quelques secondes. C'est pour ça que l'invisible, en fait, est plus visible et plus fort que ce qui est visible. Donc vous avez, on l'a dit, vous avez travaillé sur une trentaine de pièces dont la plupart ont été créées pour cette exposition. Vous avez donc travaillé avec des objets de la collection Barbier-Muller. Ce qui est assez intéressant, c'est que parmi toute la collection Barbier-Muller, qui couvre tous les continents, n'est-ce pas, vous êtes principalement
focusé sur l'Afrique. Alors, il n'y a pas que des objets africains, mais il y a beaucoup d'objets africains. Vous, Eric Lévy, pourquoi ce choix, sachant que vous êtes aussi à l'origine de ce projet? Je crois que c'était important. Je pense que Zoé a vécu en Afrique plus que moi. Moi, venu d'Israël, c'est l'Afrique, mais de très 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 nord. Voilà, donc j'ai une partie. Et l'Afrique, c'est pas autant l'Afrique comme continent, mais c'est tous les aspects dans lesquels on se fait en relation tous les jours, c'est-à-dire le totem, le fait de totem, tout ce qui est entre terre et ciel, ça attire les humains depuis 30 000 ans. On regarde toujours les choses comme ça et on est toujours attiré par ce qui est au-delà. Le Dieu, on le place au-delà, etc. Et tout ce qu'on fait, nous, on marche par terre. Les humains, ils sont à la verticale la plupart de la journée. Et c'est quelque chose qui est pour moi très fort en étant sculpteur. On tente de faire de grandes sculptures qui sont plus ou moins grands, plus ou moins monumentales, mais qui sont à l'ordre de totems. C'est pour ça que maintenant, il y a 2 totems ici qui sont des totems contemporains, mais quand on dit totem, c'est comme le totem qu'il y a dans les villages africains ou indiens ou mayas ou autres. Donc l'intérêt était ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est comme je travaille assez souvent le métal, l'inox polymiroir, ce qui m'a intéressé, c'est le reflet. C'est encore une fois parce qu'il est là, pas ce qui est là, mais c'est qu'on le voit à travers. Et mes objets, que je l'appelle le roc, donc c'est une sorte de minéral à multifacette, comme il y a une pièce de la collection africaine ou océanique qui est reflétée dedans, on les voit dans une manière qu'on ne peut pas le voir sans mes pièces. C'est le seul moyen. Donc là, par exemple, il y a une vitrine avec une sculpture qu'on peut voir les devants et les derrière en même temps. Et il y a une autre pièce à côté qui est, en fait, elle est divisée par les facettes. On voit des angles différents de la sculpture qui a la même attitude en quelque sorte que la sculpture réelle, mais complètement différente. Voilà. Donc c'est là où les choses se joignent. Vous le disiez, Eric, vous, l'Afrique, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Vous avez une résonance avec ce continent qui est quand même liée à votre histoire personnelle. Peut-être que vous pouvez en parler. Bon, alors déjà, je suis française, alors la France a un lien très fort avec l'Afrique, ça on ne peut pas le nier. J'ai des parents qui sont amoureux de l'Afrique, dont surtout mon père. Moi, je n'ai pas vraiment vécu en Afrique, j'ai surtout vécu à la maison avec l'Afrique. Ensuite, mon père était un amoureux de l'Afrique, et donc il m'a ramené à la maison, parce qu'il a vécu sur place au Sénégal, en Mauritanie et d'autres endroits. Et donc du coup, il est revenu avec une Africaine à la maison, et j'ai une petite sœur métisse. Et j'ai vécu avec les odeurs, avec les objets, avec les boubous, on a eu un petit singe aussi à la maison. Donc tout ça est lié. Bon voilà, quand j'allais le voir, il y avait un pélican aussi dans le jardin. Donc c'était assez folklore et c'était le côté original de mes parents. Ma mère a fait du son en Afrique, elle travaillait dans le son, dans la technique. Donc elle est revenue du Mali avec des instruments. Il y avait une sitar qui était chez nous. Donc il y avait quand même des objets insolites qui m'interpellaient beaucoup quand j'étais enfant. Et bon, alors ce lien-là est très fort. Et c'est vrai que le rapport avec l'odeur, la peau, les objets, l'art primitif, ça a toujours été un langage qui m'interpellait dans mon travail. Et en fait, dans ce que je suis, moi personnellement, parce que ça fait partie de mon enfance. La nature, c'est aussi quelque chose qui est très très important chez vous deux. Alors, de manière assez différente, vous, ce qui frappe, c'est dans cette espèce d'inspiration commune pour la nature, c'est un peu les traitements différents. Vous, c'est le bois. Vous travaillez le bois. Donc, ces tableaux qui sont exposés aujourd'hui et dans votre travail, en fait, ce sont des panneaux de bois qui sont peints et que vous gravez lentement. Avec toujours ces motifs qui reviennent, avec donc ces allusions à l'arbre, ces allusions aux orifices, aux graines, aux cellules. Tandis que chez vous, Arik, on est plus dans la minéralité, on est plus dans la géométrie, on est plus dans la structure cristallographique. Mais pourquoi cette importance de la nature dans vos créations ?
Parce que nous sommes de la nature. Comment on peut se dépasser de la nature? On le vit tous les jours. Nous, on a un jardin dans lequel on vit aujourd'hui, mais on vit dans un jardin tous les jours. La nature, pour moi, ce qui est important, encore une fois, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas la nature telle quelle. Je fais aucune imitation, je fais des rapprochements. J'utilise le langage de la nature pour créer une nouvelle imagination qui peut nous propulser ailleurs. Ça j'ai créé. Si on prend les pièces que j'appelle rock, par exemple, si on met un rock à la maison, par rapprochement imaginaire presque, on a la nature qui rentre dans la maison, on a l'impression qu'il est à la maison. Quand on le pose à l'extérieur, par juxtaposition, on voit que mes rocks ne ressemblent pas aux rocks. Donc, c'est de quelle nature? Est-ce que nous sommes à la place qu'on pense que nous sommes, ou est-ce qu'il vient d'une nature abstraite, ou d'une autre planète, ou d'une autre culture, ou d'une autre intelligence, ou d'une autre sensibilité? Ça, c'est les questions que je pose. Donc, la nature, c'est une source d'inspiration, mais jamais une point de départ de l'interprétation telle qu'elle. J'ai aussi le même rapprochement. Alors j'utilise la silhouette de l'arbre, la silhouette, en fait j'en joue. Je préfère dire que je nous représente. Par le biais de mes coups de cisaille, je représente la chair. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'exprimer en empruntant une silhouette organique et exprimer des sentiments qui ont un lien avec la chair, qui me permet de traduire mes pensées et mes ressentis. Alors, tout le rapport de l'arbre, la forêt, tout ça, en fait, je ne représente pas un arbre particulier. C'est des milliers de petits spermatozoïdes et je joue avec la cellule, finalement, où je reconstruis un nouveau monde qui devient imaginaire et qui est aussi proche de l'animal, du monstre, du monstrueux et du fantasme, du fantasque, et qui est nous. Et toutes ces formes sont rondes parce que nous ne sommes pas faites nous ne sommes pas angulaires, nous sommes tout dans des silhouettes, dans des gouttes d'eau finalement. Et donc voilà, donc toute mon expression avec l'arbre et le rapport à la nature, effectivement, ça m'est proche parce que ça a un rapport à la vie. Et rendre vie mes panneaux. Et le bois, c'est pas pour rien. Le bois est un être vivant à la base, à la base, mon manifeste était lié à ça aussi. C'était un rapport avec on prend ce qu'il y a dans la nature pour en faire des palettes de bois ou des décors, ou pour cacher des espaces industriels. Donc il y a eu un moment où c'était plus fort que moi, où d'un coup je me suis dit, il faut que je reprenne ces panneaux de bois qui étaient industrialisés pour leur rendre leur âme, leur beauté. Et donc du coup à leur redonner vie. Donc le panneau il redevient vie quand on le regarde. C'est pas juste une peinture sur un aplat, il sort de son cadre et il devient une forme qui peut aussi agrandir des espaces. Comment vous avez travaillé pour cette exposition? Alors, vous avez travaillé de manière assez différente. C'est vrai que vous, Zoé, vous n'avez pas vu de pièce. Vous vous êtes exprimé comme ça sur la thématique. Enfin, peut-être que je me trompe, vous préciserez. En revanche, vous êtes vraiment, pour en tout cas les pièces que vous avez créées spécialement pour cette exposition qui se trouve, donc, comme on l'a dit, c'est les bronzes sur la mezzanine. Vous avez travaillé de manière assez particulière avec, il y a un bouclier, il y a des masques, il y a un tambour. Est-ce que vous pourriez expliquer comment vous avez fait? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'après les rendez-vous avec Laurence, on est venu, on a visité la réserve pour comprendre et pour s'imprégner dedans. Donc ça nous a beaucoup inspiré. Et à ce moment-là, ce que moi personnellement je voulais, c'est de séduire Laurence pour qu'elle me laisse la possibilité
de faire ce que je veux, qui n'est pas évident, pas évident, et pas évident. Mais à la fin, je réussis, plus ou moins. Non, tu es forte, tu m'as laissé faire. Et donc, je sélectionnais certains objets, de masques, de boucliers, etc. Et j'ai fait appeler à des spécialistes de scan 3D. Donc, on a fait un scanner, on a amené un scanner en 3D pour scanner le masque parce qu'ils sont rares, ils sont précieux, ils sont délicats, ils sont fragiles. Donc, un objet qui était fait pour une cérémonie chamanique ou pour un moment spécifique, il devient intangible, il devient une maille dans un ordinateur, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, on peut voir, mais on peut sculpter par le biais des outils assez sophistiqués. J'ai travaillé sur ces objets et on l'a imprimé. On a imprimé ce qui était travaillé. Donc on fait une impression 3D, ce qu'on peut voir là-haut en bleu. Et cette impression 3D, on a envoyé à la fonderie pour faire une fonderie de bronze. Donc il y a plusieurs successions de transformations. Quelque chose qui était fait pour le moment, pour la cérémonie, des entités peut-être spirituelles, a devenu un objet qui vit maintenant depuis 200 ans, 250 ans, 150 ans. Ce n'était pas l'objectif de la personne qui l'a fait. Il l'a fait pour ce moment qu'il avait besoin. Et donc il est devenu virtuel. Je l'ai virtualisé. Je la concrétise avec ma vision à moi. Et je le rends physiquement. Deuxième fois physique, mais cette fois-ci en bronze. Donc ça ne peut pas être brûlé, ça ne peut pas être mangé par les termites, ça ne va pas fragiliser et tomber en miettes parce que c'est la nature du bronze. Deuxième chose, ou plutôt troisième chose, la finition. Donc du coup, un morceau de bois en forme d'une masque avec sa patine, devenu un morceau de bronze avec la patine de vert de gris. Ce que nous, on a appris à l'école, c'est que vert de gris, patine bronze vert de gris égale antiquité. Donc comme on le regarde, si je mets maintenant cet objet dans le musée d'archéologie, dans la section antiquité, il y aura des articles dans le journal, tout le monde va affoler. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est incroyable, c'était jamais vu, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de bizarre, etc., etc. Et je peux écrire 3 livres ou une encyclopédie là-dessus. Et on peut le croire même, c'est ça qui est formidable dans l'art, parce qu'on peut tout faire. Voilà. Donc c'est mon intérêt là, c'est de se déplacer, de donner une nouvelle identité, perdre ce qu'on appelle en psychothérapie ça identity disorder, d'accord? Donc c'est ça que je veux faire. Donc si l'objet devant nous, il n'est pas où nous on pense qu'il devrait être, est-ce que nous sommes à l'endroit où nous sommes? Peut-être pas. Le bouclier qui se trouve là, il est en bronze sans patine, donc la matière sort, comme le bois il est présent, mais il est à l'envers. Parce que quand vous allez voir dans le feuille de salle, le sens du bouclier il est à l'autre sens. Donc s'il est en bronze et il pèse maintenant 50 kg, c'est plus un bouclier parce qu'on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas courir dans la savane avec ça comme ça. Et puis s'il est à l'envers, est-ce que nous sommes à l'envers ou est-ce que la personne qui est devant nous, donc tout le monde dans lequel il vient, il est à l'envers. Voilà, ça, c'est les pensées invisibles, et c'est cela qui s'exprime à travers ces objets. Après, il y a les 2 totems, donc qu'on voit ici. Une qui est faite en métal, donc en acier corten, qui est celui-là à gauche, on le rend par sa patine une allure presque de bois, donc on ne sait plus qu'est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est en métal, est-ce qu'il est en bois, est-ce qu'il est peint, est-ce qu'il n'est pas peint, etc. Et celui-là à droite, qui est fait au Gabon. Donc il y a 3 mois, 4 mois maintenant, j'étais au Gabon, et je demandais aux Gabonais de faire une sculpture pour moi, de ma main à moi, là-bas. Donc relier l'histoire des objets dans le musée, qui vient certains du Gabon, à faire un objet contemporain au Gabon, avec le même bois, probablement que certains objets ont été produits, et de l'amener ici. Pour les Gabonais, c'est une reconnexion avec leurs ancêtres, leur histoire, leur historique, leur tradition, tout ce qui... Parce que, par exemple, au Gabon seulement, si je ne me trompe pas, Alain, tu peux me corriger, il y a 50 ou 55 ethnies différentes, ou 45,
Voilà. Nous, en Europe, italien, français, allemand, suisse. Là, chaque pays, là, c'est tellement élaboré, c'est tellement incroyable. Donc ça, c'est important de faire cette... c'est le même voyage que les masques qu'ils ont fait il y a peut-être 50 ans ou 80 ans par les collectionneurs, par les missionnaires, par tous les Européens qui sont arrivés. C'est le même voyage qui a fait ma sculpture. Et d'ailleurs, on n'a presque pas eu. On l'a installé hier parce qu'il était perdu. Et voilà, donc ça, c'est ce qui m'a passionné énormément. Ah, vous n'avez pas du tout travaillé comme ça. Hein. Vous avez travaillé différemment. Expliquez-nous. Alors moi, mes pensées invisibles ont été faites, mais j'ai vu quand même des pièces avant. Donc on a visité la réserve qui est quand même magnifique. Et ça a été une bouffée d'inspiration certaine. Donc après, j'étais remplie pour faire ce que j'avais envie. Et donc là, les pensées, elles étaient là. L'invisibilité de l'énergie était là. Donc je suis rentrée donc à mon atelier et j'ai tout de suite fait plusieurs dessins qui me semblaient intéressantes dans la pensée et puis dans la relation que j'avais par rapport à ce que j'avais vu. Et donc du coup après j'ai donné mes dessins à Laurence et avec son équipe ils ont essayé de me proposer plusieurs pièces qui pouvaient fonctionner avec. Et ça a très 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 bien marché. Et le rapport au bois avec les pièces en bois forcément pour moi c'était une très très belle connexion. Je vais juste faire une parenthèse différente. Nous habitons, nos ateliers, l'atelier il est à Saint-Paul-de-Vence, près de Nice. Et donc, on travaille, on partage l'atelier, on a une séparation pour se voir pas trop, parce que c'est pas bien. C'est l'idée de Zoé d'ailleurs. Et je travaille et je commence à entendre. Ça a duré 8 mois. Voilà. Donc, c'était plus qu'un regard, un dessin, je dessine, je suis tranquille. Hein. C'est une obsession, c'est un auto-hypnotisme, c'est presque une cérémonie comme ils ont fait les cérémonies chamaniques, presque sur une sorte en transe, en auto-drogué, en fait, en quelque sorte, par ce propre nature. Et que moi, je l'exprime différemment, je le vis différemment, mais chez Zoé, c'était ça. Ouais, ce qui m'a amusé, c'est aussi les titres. Hein. Chez vous, il y a aussi cette grosse différence. Vous avez donné des titres, alors c'est des prénoms, je crois que c'est des prénoms africains, Pia, Mama, Jaja, je crois, enfin Moussa, voilà. Donc vous avez comme cette approche assez surréaliste, un peu poétique, comme ça, comme de ces objets, de ces évocations. Alors vous, c'est un peu plus technique quand même, hein, j'ai noté, parce que c'est compliqué de souvenir. Ça s'appelle Rockstone 91, ça s'appelle Social Skin Bronze A4. C'est assez amusant quand même, cette grosse différence entre vous deux. Nous sommes une famille de dyslexiques. On était gratifiés par le monde, par nos dyslexies, qui nous donnent la possibilité de voir des choses différemment. Il y a d'ailleurs à peu près 30% plus de dyslexie dans la communauté artistique, par exemple, parce qu'on a des autres outils. Donc, pour moi, déjà, de lire et d'écrire, c'est tout un tralala. J'étais le plus mauvais élève dans toutes les écoles que j'étais. Hors de l'école d'art, là où j'étais le meilleur, parce que finalement, j'ai pu expliquer, exprimer, y être, etc. D'ailleurs, comme j'ai eu mon diplôme, mes parents, ils ont pleuré. Et moi, c'était la première fois qu'ils ont pleuré, moi, je n'ai pas pleuré. Pendant 30 ans avant, moi, j'ai pleuré, ils n'ont pas pleuré. Voilà, donc, c'était une inversion de rôle, c'était formidable. Et donc, tout est codé chez moi. C'est une juxtaposition de mots, parce qu'un mot, ça ne suffit pas. Social, ça ne suffit pas. Skin, ça ne suffit pas. Social skin, ça suffit. Et ça s'explique. Et il y a plein, moi je peux parler de ça, et A4, parce que la prise du sol, au sol de cette pièce, c'est un A4. Pourquoi? Parce que toute notre vie, c'est A4. Tu es né, A4. Tu as un diplôme, A4. Tu as un PV, A4.
Tu es un malade à 4. Tu es marié à 4. Tu es mort à 4. C'est tout. Toute notre vie est une succession géologique verticale d'une feuille à 4. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est ça. Et donc, c'est une forme d'une maison. Et donc, c'est un social skin. La maison, ça reflète la personne et ses entourages. C'est pour ça qu'on a choisi des éléments qui viennent, donc un couteau pour manger, un bœuf, des cloches, etc. Tous les objets ils sont liés à l'habitat. Donc, et ils sont reflétés dedans. Voilà. Donc, alors, vous l'a dit, vous vivez à Saint-Paul-de-Vence, vous vivez dans ce très beau domaine, vous travaillez dans un ancien studio de danse qui appartenait à la danseuse étoile Sylvie Guilhem, donc c'est un endroit immense, parce que vous avez séparé en deux. Vous êtes un couple artiste, vous n'êtes pas un couple d'artistes. Un couple d'artistes, c'est plutôt comme Jeanne-Claude et Christo, ce serait plutôt comme Claes Oldenburg et Coulier van Bruggen. Est-ce que cette idée, tout d'un coup, de faire œuvre commune, ça pourrait vous traverser l'esprit ou c'est vraiment une très mauvaise idée? Non, ça va venir. Ah oui. Chaque chose dans son temps. On a déjà fait. Déjà, on a fait des enfants. On a 2. Ah, voilà. Ça nous occupe beaucoup. Donc ça, déjà, c'est très prenant. Et puis après, le reste, ça vient tout doucement. C'est vrai qu'on est tellement pris par notre monde que voilà, ça c'est toujours... Bon, ça s'est fait comme ça, mais par la suite, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser en nous déjà. Déjà, ce travail-là, ici, ça a réveillé pas mal de choses. Donc, il y aura de la suite. Ce qui est marrant, c'est les gens qui visitent l'atelier, ils rentrent dans l'atelier, ils ne savent pas forcément qui est dans quel côté, s'ils ne nous connaissent pas. Même s'ils se connaissent, ils se trompent. Et ça, c'est formidable. Ils rentrent dans l'atelier de Zoé et disent « Waouh, Arik, tu fais des choses très différentes aujourd'hui. » Je trouve ça génial. Et vice-versa. Et donc ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, encore une fois, c'est tout à propos des informations. Et en fait, les informations, ils sont les informations qui ont été données par quelqu'un. C'est comme lire sur Internet quelque chose ou lire le journal, si on veut pour cette... Ah, il a dit que, mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc, ça viendra, peut-être, ou pas. Quand on ne sait pas, on ne planifie pas. Juste une dernière chose, vous avez fait une bougie pour cette exposition, en plus. Donc, je crois que ça vient de Grasse, non Grasse. Voilà, où on fait le parfum, en fait. Mais peut-être vous pouvez nous en dire plus, voilà. Donc, on travaille pour notre studio et pour la maison à Saint-Paul. Tout ce qu'on fait, donc, tous nos objets, tous les objets fonctionnels ou pas fonctionnels, toute notre vie est liée à notre création. Et donc, nous voulons faire des bougies parfumées. Donc, on a raconté à une parfumeur qui, en fait, acheté. Ça a commencé par le fait qu'il a acheté une de mes pièces. Et donc, j'ai vu qui il est par Internet. C'était vrai cette fois-ci. Et c'est un parfumeur qui travaille à Grasse et à Paris. Et sa marque s'appelle Marie-Jeanne. Lui, il s'appelle Georges Maubert. Et on a parlé de ce qu'on veut faire et on a conclu de faire des bougies générées par Zoé, par son imaginaire, et la mienne. Et après cela, on a parlé de l'exposition et la conclusion était « faisons un bougie pour l'exposition ». Et là, ça a démarré quelque chose de très, très, très important qu'on a compris juste à la fin de cette discussion. C'est que vous voyez, on voit dans le monde entier, le musée au Quai Branly ou n'importe où dans le monde, des objets qui viennent de l'Afrique ou du désert ou du Alaska ou autre. Mais on voit que les objets, on n'a jamais les odeurs. Jamais on a les odeurs. Et les odeurs, c'est le premier sens qu'un enfant se connecte, c'est les odeurs, après le goût. Et ça, c'est complètement un abstrait ici. Ici, dans tout le monde, dans le monde entier. Donc, comme j'étais au Gabon, je marchais dans la forêt avec un guide, c'était très intéressant. On a mangé des morceaux d'arbres, ça c'est pour le malaria, ça, etc. Ils ont tous les médicaments, ils n'ont pas besoin de Novartis, ça marche très bien. Et il a allumé la résine, il a mis en feu la résine de Okume. Il a dit, oh, ça c'est contre le moustique et c'est aussi une forme de réparation, etc., etc. Et c'était tellement fort et tellement incroyable dans l'espace de la forêt. La forêt, elles sont. Donc, les cérémonies dans les tribus africains ou océaniques ou autres, c'est toujours
autour du feu. Le feu est un élément extraordinaire qui représente les connexions avec l'esprit, qui sont de la vie, qu'on peut manger, etc., etc. Donc on voulait le feu. Encore une fois, quelque chose que Laurence m'a laissé faire, avoir le feu dans le musée. Première discussion, c'est qu'est-ce qui va dire l'assurance? Donc, et elle a raison. Donc on a les bougies, mais on a aussi le diffuseur d'odeur pour éviter le problème de l'assurance. Mais on veut que, ce qu'on souhaite, c'est que comme on rentre ici, aujourd'hui on ne sent pas trop parce que les portes sont ouvertes, et là c'est ouvert, etc. Et comme on rentrera à partir de demain, on va sentir une odeur qu'on ne connaît pas. Et ça ne sera pas une odeur qu'on trouve comme on rentre dans un restaurant, dans un ascenseur, dans un hôtel ou dans une maison. C'est une odeur particulière. Les molécules, on a travaillé avec les parfumeurs, avec ces ingénieurs, avec des machines extraordinaires pour l'analyse de molécules, d'odorants, etc., pour composer le feu, la forêt et le humain. Voilà. Donc à partir du fin novembre, vous pouvez porter la forêt chez vous, en passant par l'accueil. Le parfum, les images, les pensées invisibles. Merci pour cette exposition. Donc voilà, je tenais à vous remercier et encore bravo, merci. Merci.